Sur la guerre en Ukraine, est-ce qu'on est en train enfin d'approcher d'un tournant? Et puis à quoi joue Donald Trump? Ces questions, elles se posent parce qu'il reçoit aujourd'hui Donald Trump à Washington, les Européens accompagnés du président ukrainien, alors que vendredi dernier, il a rencontré le président russe en Alaska. Le président russe et le président américain qui auraient convenu de garanties de sécurité solides. Je mets des guillemets parce que ça, c'est Washington qui le dit. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est notre invité qui va nous aider à comprendre. Et notre invité, c'est vous. Bonjour Anne Toulouse. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-américaine et autrice d'un livre, L'art de Trumper, je le dis bien? Oui. Trumper. Voilà, Trumper. C'est un néologisme que j'ai inventé. Voilà. Et j'espère que j'aurai des droits d'auteur. On voit Donald Trump en train de manger le monde. Et on se souvient des images de fin février. Zelensky dans le bureau ovale, humilié publiquement par le président américain. Est-ce que ça risque d'arriver encore une fois aujourd'hui? Non, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive accompagné de ce que j'appellerais la Dream Team. La Dream Team. Je ne retrouve plus mon anglais. Qui est quand même quelque chose qui a un poids considérable, puisque vous avez les représentants les plus significatifs de l'Union européenne, c'est-à-dire les deux pays les plus importants, la France et l'Allemagne. Et vous avez aussi Giorgia Meloni, qui est sans doute la préférée de Donald Trump. C'est la seule qui l'ait invitée à son inauguration. Vous avez aussi la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui, avec l'Union européenne, représente un bloc économique, un bloc diplomatique, un bloc politique qui est très important et qui contrebalance quand même le paria international qu'est Vladimir Poutine. Et ce qui est aussi important, c'est ce qui se passe autour de Donald Trump, ce qui se passe aux États-Unis même. Ce matin, avant de venir, je regardais une émission enregistrée hier soir sur Fox News, qui est quand même la caisse de résonance de Donald Trump. Ouais. Et là, il y avait la représentante d'une organisation conservatrice, l'Héritage, qui est très proche de Donald Trump, disant « Non, mais attendez, il faut imposer des sanctions, on ne va pas se laisser faire par Vladimir Poutine. Il faut lui donner les sanctions secondaires sur l'essence, sur l'énergie, qui sont très importantes. » Mais vous aviez un sénateur, si je puis permettre, un sénateur républicain disant « Il faut un cessez-le-feu ». Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a une grosse force d'influence. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ces voix-là, qui sont du coup normalement du côté de Donald Trump. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Donald Trump qui a menacé la Russie de sanctions, on l'a déjà un petit peu entendu, ça ne s'est jamais vraiment vérifié fortement. Qu'est-ce qui aurait changé aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il pourrait décider d'aller contre la Russie, d'inviter les Européens et peut-être de les écouter? Bien parce que Donald Trump est quelqu'un qui suit son instinct. Il le dit toujours, qu'il ne raisonne pas sur le savoir, ce qui est peut-être mieux, mais sur l'instinct, et qu'il a vraiment envie de terminer cette guerre parce que il considère que ça n'est pas la sienne, qu'on l'a collé sur sa présidence, c'est encombrant. Mais on lui a fait comprendre quand même qu'il ne peut pas le faire à n'importe quel prix parce que ça ne marchera pas, parce que simplement la guerre ne s'arrêtera pas s'il y a des conditions qui sont inacceptables par l'Ukraine. Et c'est tout le jeu d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça n'est pas l'attente, c'est l'espérance qu'on lui dise on ne peut pas mettre dos à dos l'Ukraine et la Russie comme si les uns et les autres avaient décidé un beau matin de se faire la guerre. Il y a d'un côté l'agresseur, il y a de l'autre côté l'agressé. Et si c'est trop inégal, ça ne marchera pas et la guerre continuera. On a du mal à se mettre dans la tête de Donald Trump. Alors, oui, c'est évidemment pas nouveau. C'est toujours, on sait, très, très compliqué. On sait aussi que les Européens aujourd'hui et Volodymyr Zelensky, il va falloir ne pas le froisser. On a l'impression que c'est l'un des enjeux, ne pas vexer le président américain. Oui, alors c'est d'ailleurs un peu navrant, moi je vous dis ça en tant que, c'est ma moitié américaine qui dit ça, que le président de la plus grande puissance du monde soit traité comme une sorte de bébé colérique. Donc c'est vrai, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. C'était d'ailleurs le titre de mon premier livre et ça fait 10 ans que je suis sur l'affaire. Je pense que... Et vous n'avez toujours pas compris? Alors, je vois des lignes de conduite. C'est-à-dire que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires. Il a passé 50 ans de sa vie à être un patron, avec plus ou moins de succès, mais il s'en est toujours tiré par des moyens qui étaient un petit peu du bricolage. Et là, il a 10 ans de politique, mais il a toujours dit qu'il ne ferait pas la politique comme les autres. Donc, je pense que Donald Trump raisonne a priori, écoutez, la guerre est encombrante, ça empêche de faire des affaires, on va essayer, il est toujours dans un deal, il faut qu'il y en ait un qui donne et l'autre qui donne pas. Bon, ça marche pas comme ça en politique. Alors, il faut toujours le recadrer. Là, heureusement, il a un ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui a une grande expérience en politique. On l'entendait hier sur les chaînes américaines et on sentait bien que lui voyait que ce n'était pas dans la poche et qu'il allait aussi essayer de recadrer un peu.
Mais il va falloir la jouer fine, effectivement, pour les Européens, pour réussir à s'imposer, comme le disait Cédric, sans froisser Donald Trump. Est-ce qu'il faut aussi le brosser dans le sens du poil, et notamment du prix Nobel de la paix? Parce qu'il y a ça, en fait, aussi en ligne de mire pour lui. Il n'arrête pas d'en parler, il veut ce prix Nobel de la paix. Oui, il a même appelé le Premier ministre norvégien comme s'il avait une influence sur les Nobel. Je pense que les Nobel lui donnerait vraiment à reculons. Mais c'est vrai que Donald Trump, il faut voir qu'en ce moment, il a toutes les cartes en main sur le plan intérieur aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va durer. Ça durera peut-être jusqu'aux prochaines élections parlementaires. Mais il a réussi à imposer un pouvoir présidentiel comme on n'en a jamais vu aux États-Unis en temps de paix. Donc, il lui reste l'international, et il l'a dit dans son discours inaugural, je veux être celui qui arrête les guerres et non pas celui qui les commence. Et il estime aussi qu'on ne l'a jamais reconnu sur ce plan. Et c'est un petit peu vrai, parce que pendant le premier mandat, il y a eu les accords d'Abraham au Proche-Orient, qui étaient quand même une avancée considérable dont on ne lui a pas fait crédit, peut-être par sa conduite. Il recherche ça, finalement, la reconnaissance. Il recherche une reconnaissance internationale. Il a toujours recherché la reconnaissance dans sa vie. Quand il est arrivé à Manhattan comme promoteur immobilier, tout le monde l'a regardé de haut en disant « ce petit gars n'est pas sérieux ». Il est arrivé en politique, il faut dire qu'on l'a aussi accueilli, on l'a un peu snobé. Et aujourd'hui, il veut dire « moi, je suis le représentant de la plus grande puissance, je suis celui qui est capable de ce que vous ne ferez pas vous ». Mais c'est ça que symboliserait mettre fin à la guerre en Ukraine pour lui. Je veux dire, au-delà de tout ce que ça implique, évidemment, pour les populations, personnellement, pour le président américain Trump, mettre fin à la guerre en Ukraine, c'est le Graal et c'est peut-être le prix Nobel de la paix? Oui, et puis ce serait même ce qu'on appelle aux États-Unis l'héritage des présidents. C'est-à-dire que dans les livres d'histoire, il serait celui qui a fait la paix et non pas celui qui a été impeaché 2 fois et même une 3e s'il s'y prend bien, et il est en train de le faire. Donc vous voyez, pour lui, c'est important cette reconnaissance internationale. Mais ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ne prend peut-être pas le bon chemin et que Vladimir Poutine n'est peut-être pas le meilleur interlocuteur et le meilleur avocat pour son prix Nobel. Oui, parce que pour l'instant, il semble en effet plutôt penché côté Poutine que côté européen, ukrainien. Oui, mais on peut le recentrer.